que pensez-vous du projet de scission d'EDF Hercule? Alors, je disais à l'instant même, pourquoi créer un problème quand il n'existe pas? C'est exactement la même chose pour EDF. EDF, de notoriété publique, de notoriété mondiale. EDF était une grande entreprise française, une énorme entreprise française, qui donc nationalisée à la Libération, et qui fonctionnait très bien. On avait réussi à avoir en France quasiment le premier électricien mondial. Et c'est parce qu'on avait un EDF puissant, une société nationale puissante, que nous avions également mis sur pied la filière électronucléaire qui a fait, à l'époque de Framatome, ensuite devenu Areva, qui a fait de la filière électronucléaire française le leader mondial devant même les Américains, devant Westinghouse, dans les années 70, 80, 90 du XXe siècle, avec des exportations. Alors certains, bien sûr, critiquent l'énergie nucléaire, et vous savez que sur ces questions, nous avons prévu un grand débat national, mais il n'en demeure pas moins que, en matière d'exportation, ça assurait à la France un savoir-faire, une technologie où nous étions les premiers mondiaux, avec, grâce à la fois à EDF et grâce à cette filière électronucléaire. S'agissant d'EDF d'ailleurs, EDF avait permis d'avoir une qualité de service au niveau national que énormément de pays nous enviaient. Le coût de l'électricité restait raisonnable. Le service était, les pannes étaient excessivement rarissimes, sauf lorsque ça pouvait arriver dans un canton, il y avait eu, je sais pas quoi, un arbre qui était tombé sur une ligne à haute tension, il pouvait y avoir un accident extérieur. Mais il n'y avait pas de problème de gestion du réseau, de surcharge, etc. Je me rappelle, il y a eu aussi une panne qui est restée célèbre dans l'histoire. Je crois que c'était aux alentours de 1978 ou 79, le troisième lundi de janvier, qui est l'un des lundis ou l'un des jours de l'année où on s'attire le plus sur les capacités d'EDF. Je crois que une grande partie du réseau d'EDF était tombée en rideau vers 8h30 du matin. Je dis ça de mémoire, je me rappelle, j'étais étudiant à HEC à l'époque. Bon, mais ça avait fait, on avait parlé pendant des semaines et des semaines. Voilà. EDF fonctionnait très bien, avec un prix qui était tout à fait raisonnable, avait mis sur pied une industrie qui était de très très haut niveau mondial. Et je voudrais rendre hommage ici à quelqu'un qui est resté célèbre dans la maison EDF, GDF, qui était Marcel Boiteux. Marcel Boiteux qui était un polytechnicien, enfin j'en parle à l'imparfait, mais il vit toujours. J'aimerais d'ailleurs bien savoir ce qu'il pense. Marcel Boiteux qui avait été le pape d'EDF et quelqu'un qui a laissé dans cet univers dominé par les ingénieurs, et notamment par les polytechniciens du corps des mines, avait laissé vraiment un outil tout à fait exceptionnel. Bon. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand on a un outil tout à fait exceptionnel? Dans n'importe quelle civilisation du monde, et je pense par exemple aux civilisations asiatiques que je connais bien, dans n'importe quelle civilisation du monde, comme la Chine par exemple, n'importe quel stratège, lorsqu'on a un numéro 1 mondial, on n'y touche pas. On le fortifie. On se dit que la recette qui a abouti à avoir un numéro 1 mondial est la bonne, que c'est la martingale qu'il faut. Et je rappelle que, comme le disait De Gaulle, en France, il faut mettre de l'État, disait-il, dans les très grands projets industriels, sinon, disait le général, sinon ça merdoie. Les Français sont ainsi faits qu'ils ont souvent besoin, qu'ils ont même régulièrement besoin, toujours besoin, ça remonte à Charles VII et à Jacques Coeur. Il y a la nécessité, sur les grands projets industriels, là aussi c'est quelque chose que nous avons souvent dit, il y a la nécessité d'avoir l'État qui assure la régulation, qui assure la justice sociale, qui porte des projets industriels, qui fédère les Français. Le peuple de Gaulois, il aime se fédérer autour d'un général en chef, d'un Vercingétorix, comme c'est expliqué dans notre histoire de France sur UPR. Voilà. Et les Français, ils ont besoin de ça. Ils aiment que l'État soit là pour assurer la res publica, la chose publique pour l'ensemble des Français. Malheureusement, ça n'est pas l'idéologie dominante de la construction européenne, ça n'est pas l'idéologie anglo-saxonne qui elle-même est fondée plutôt sur le refus de l'État,
tout spécialement aux États-Unis d'Amérique. Et donc les traités européens partent du principe inverse à celui qui est constitutif du génie français. Le résultat de ça, c'est que la Commission européenne, on y revient, c'est elle qui exige constamment la démolition d'EDF. Donc il y a un projet qui s'appelle le projet Hercule. Hercule, on ne sait pas si c'est Hercule Poirot, comme les romans d'Agatha Christie. Le projet Hercule qui consiste à diviser EDF en deux avec un EDF bleu et un EDF vert. Dans l'EDF bleu, il y aurait notamment la distribution et surtout le nucléaire. Et dans l'EDF vert, vous auriez les énergies renouvelables, vous auriez d'autres activités. Alors, l'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est d'obéir à Bruxelles. Et Bruxelles impose d'ailleurs à EDF de vendre une partie tout à fait significative, de l'ordre de 20-25% de sa production, à des opérateurs privés. Et qui a été fixé, la Commission européenne a fixé un taux de vente forfaitaire à EDF qui produit de l'électricité à perte pour vendre à des entreprises privées pour que celles-ci ensuite les distribuent. Mais on marche complètement sur la tête. Et donc, comme EDF est obligé de vendre cette énergie à perte, EDF est obligé maintenant de diviser EDF en deux. Donc c'est le début de la fin. On est en train de démantibuler complètement EDF avec ce projet Hercule. Et en échange de quoi la Commission accepterait de monter le kilowattheure vendu de quelques 1 ou 2 ou 3 euros, je ne sais plus, par térawattheure ou je ne sais pas quoi, qui serait donc plus important que ce qui est actuellement prévu, c'est-à-dire qu'EDF est pris en otage par la Commission européenne dans l'objectif d'être démantibulé. Voilà le truc. Alors moi, les choses sont extrêmement claires pour l'UPR. Ça figure dans notre programme depuis 2011. J'en profite au passage pour rappeler à ceux qui disent que l'UPR n'aurait aucun autre programme que la sortie de l'Union européenne. Combien de fois on entend ce genre de balivernes? Non, on a un programme qui dure 5 heures. Encore faut-il se donner la peine d'aller le regarder avant de commencer à critiquer. Et dans notre programme, il y a notamment, je parlais tout à l'heure de l'inscription dans la Constitution européenne du principe des retraites par répartition. Eh bien, nous avons également inscrit dans le programme le principe de l'interdiction de privatiser et de la renationalisation de EDF, justement, mais aussi GDF, la SNCF, la Poste, les hôpitaux, la sécurité sociale, que nous inscrirons également dans la Constitution. J'en oublie au passage. Toute banque ayant besoin de fonds publics, lorsqu'une banque privée serait au bord du dépôt de bilan et qu'il y aurait besoin d'injection de fonds de l'État, à ce moment-là, nous procéderions à la nationalisation de cette banque. Il ne s'agit pas de nationaliser tout le secteur bancaire, il s'agit de nationaliser les banques qui ont besoin du soutien du contribuable. Mais l'ensemble des grands services publics à la française, eux, seront renationalisés. Je m'aperçois que j'ai oublié de citer les autoroutes, la gestion des autoroutes que nous renationaliserons. Également, bien entendu, nous refuserons ce qui est actuellement en cours de se développer, c'est-à-dire la privatisation progressive des routes nationales, puisque l'on commence à envoyer des ballons d'essai ici ou là pour dire qu'il faudrait faire payer un péage sur les routes nationales. Nous nous y opposerons évidemment avec la dernière énergie. Lorsque nous serons au pouvoir, nous interdirons cela. Nous sommes fidèles à ce dont les Français ont besoin, c'est-à-dire de forts services publics à la française qui assurent l'égalité, un minimum de justice sociale et d'égalité entre les citoyens. On rappelait tout à l'heure que justement la France est un pays anthropologiquement égalitariste. Et donc nous, lorsque nous serons au pouvoir, eh bien nous renationaliserons EDF. Nous recréerons EDF parce qu'EDF fonctionnait très bien et plus ça va et moins ça va. Je disais que EDF est en train de se scinder pour obtenir la possibilité de la Commission européenne de vendre plus cher son électricité qu'elle est obligée de vendre à des opérateurs privés. On est dans le domaine du délire. Et la conséquence de tout ceci, que les observateurs ont déjà pointé, c'est qu'au bout du compte, c'est le prix de l'électricité vendue aux particuliers qui va grimper. C'est-à-dire qu'on avait un système qui était, je l'ai dit tout à l'heure, numéro 1, qui était un système qui était le numéro 1 mondial, qui marchait très bien,
sans panne, sauf cette fameuse panne de 77-78. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que ça a été un sans faute qui a donné naissance à une industrie prestigieuse, prodigieuse. Rappelons d'ailleurs au passage les centrales électriques d'Alstom et les turbines d'Alstom qui, là aussi, ont été bradées par ce cher Macron. Tout ceci fonctionnait très bien avec un prix de l'électricité qui était particulièrement attractif pour le peuple français. Eh bien, on est en train de tout démolir et on est en train de venir nous dire la bouche en cœur, eh bien voilà, on va créer la concurrence et le résultat, c'est que les prix vont grimper. C'est exactement la même chose que pour les autoroutes. Quand est-ce que les Français vont enfin ouvrir les yeux sur ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on est en train de démanteler tout ce qui marchait bien pour apporter ça sur un plateau d'argent à des opérateurs privés pour qu'ils augmentent les prix, qu'ils s'en mettent plein les fouilles pour ensuite servir les actionnaires. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. D'ailleurs, on apprend ces jours-ci également que maintenant, c'est également ce que prévoit le gouvernement. Évidemment, tout ça est camouflé, caché, etc. Vous êtes complotiste, conspirationniste. Non, non. Actuellement, ce que prévoit le gouvernement, c'est également maintenant de passer à la privatisation de la distribution du gaz, notamment des terminaux méthaniers qui sont en France, et donc progressivement de privatiser aussi la livraison de gaz aux Français. Tout ça sur injonction de la Commission européenne. Je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent, qui certains ne comprennent pas. Il y en a qui disent « Ah mais oui, mais l'UPR, la seule chose qu'ils disent, c'est de sortir de l'Union européenne, c'est une obsession. » Nous, ce n'est pas une obsession. Nous voulons faire sauter la prison dans laquelle on nous a enfermés. C'est clair ou c'est pas clair? Quel que soit le domaine, si on veut lutter contre les délocalisations, si on veut arrêter d'être asservi à l'OTAN et faire des guerres illégales, si on veut retrouver une diplomatie mondiale, si l'on veut assurer les services publics à la française, si on ne veut pas démantibuler EDF, si on veut préserver les retraites des professions libérales, si on veut assurer la stabilité des prix en matière d'électricité, etc., quels que soient les sujets les uns après les autres, on en arrive au bout du compte toujours à la même situation, ça n'est plus les Français qui décident, c'est les traités européens et c'est l'application que la Commission européenne en fait, notamment, pas seulement, par ses directives et par le rapport des grandes orientations des politiques économiques, sans compter l'impact complètement délétère de l'euro et des directives venues de la Banque centrale européenne, notamment sur les contraintes budgétaires. Voilà. Est-ce que c'est clair? Et est-ce que c'est clair aussi que tous celles et tous ceux sur la scène politique qui vont encore monter au créneau pour dire oui, on soutient les avocats, on soutient les professions libérales, ceux qui vont dire oui, ça n'est pas normal la scission d'EDF. Par exemple, à EDF, les syndicats sont puissants, en particulier la CGT, qui vont monter au créneau. Mais pourquoi ces syndicats et ces autres partis politiques ne proposent-ils pas de sortir de l'Union européenne? Ça, c'est la bonne question. Le seul parti politique qui sera capable de sauver les Français de toute cette autodestruction, c'est l'UPR, puisque nous sommes le seul grand parti politique, le seul représenté à l'élection présidentielle de 2017, parce qu'il y a évidemment quelques contrefaçons qui se sont greffées, le seul parti politique qui a présenté 574 candidats et 574 suppléants aux élections législatives de 2017. Le seul parti politique qui a présenté une liste qui a dépassé largement les 1%. On a fait 1,2%, c'est pas largement, mais qui a dépassé de 1% aux élections européennes. C'est nous qui, depuis 12 ans et demi, disons aux Français que nous devons sortir de l'Union européenne. Et encore une fois, méditez bien tout cela, que ce soit les professions libérales, que ce soit les clients d'EDF, les clients de GDF, etc., etc. Méditez bien tout ceci. Si vous continuez à ne pas vouloir voir l'origine des problèmes, si vous continuez à vous faire enfumer par tous ceux qui vous disent « on va changer l'Europe de l'intérieur » alors que nous expliquons que c'est impossible puisque pour changer les traités, il faut l'unanimité des États membres, eh bien, à ce moment-là, il ne faudra plus ensuite venir se plaindre sur ce qui est en train de se produire. J'en fais un appel de nouveau aux professions libérales qui, en 2017, sont tombées dans le panneau et ont voté Macron, maintenant que ça leur serve de leçon.